Notre monde s'accélère. Tout va plus vite, tout va plus loin. Les moyens de production ont bouleversé nos vies. Les machines ont remplacé les hommes. Les nouveaux modes de communication envahissent et transforment notre quotidien. Notre fragile planète est surexploitée, menacée, en danger. Loin de cette frénésie, comme caché dans l'immensité du Pacifique Sud, subsiste un lieu méconnu, un sanctuaire naturel unique, Wallis. Morceau de France perdu dans le Pacifique Sud, Wallis est une île située aux antipodes de l'Europe. Elle compose avec l'île de Futuna, dont elle est distante de 240 km d'océan, un petit archipel proche des îles Fidji. Peuplée de Polynésiens en provenance des îles Tonga et des Samoa, Wallis et Futuna sont visités par des navigateurs au XVIIe siècle, mais ne connaissent pas de présence européenne notable avant le XIXe et l'implantation de missions catholiques. Les trois royaumes, Uvea à Wallis, Alo et Sigave à Futuna, signent un traité de protectorat avec la France, ratifié en 1887. Utilisés par les États-Unis comme base avancée pendant la Seconde Guerre mondiale, Wallis et Futuna choisissent de devenir territoire d'outre-mer par référendum en 1959. Curiosité et spécificité uniques, l'archipel est divisé en 3 royaumes distincts où des coutumes et des traditions polynésiennes ancestrales perdurent depuis plusieurs siècles. La chefferie traditionnelle a toujours une très grande importance dans la vie de Wallis et Futuna. Si le chef de l'État reste le président de la République française et qu'un sénateur et un député représentent le territoire en métropole, les 3 royaumes n'ont rien de folklorique. Les souverains et leurs ministres possèdent une réelle légitimité et un vrai pouvoir, tant dans le règlement des conflits locaux et du droit foncier que dans la politique économique du territoire. Le charme de Wallis ne réside pas uniquement dans sa coutume. Recouvert en grande partie par la forêt tropicale, Wallis est un petit bout de terre, niché au centre d'un lagon, qui, au dire de tous ceux qui ont arpenté le triangle polynésien, serait l'un des plus beaux et des plus riches du Pacifique Sud. Depuis de nombreux siècles, une légende est transmise par la tradition orale wallisienne. Il y a bien longtemps vivait Tagaloa, un esprit malveillant. Un soir qu'il était à la pêche, il vit un gros poisson et le prit dans son filet. Il courut chez lui chercher un couteau. Quand il revint, il vit que le poisson était tellement gros qu'il valait mieux attendre le lever du jour pour le tuer. Dans les mailles du filet, il découvrit une vingtaine de poissons plus petits. Au chant du coq,
Tagaloa se leva et se dirigea tout droit vers sa pêche. Surprise! Pendant la nuit, le gros poisson s'était transformé en île. C'était Wallis. Les autres étaient devenus des îlots. Les trous du filet, c'étaient les passes. Et le filet lui-même, le récif qui protège le lagon. Un lagon peut être décrit comme une grande piscine relativement peu profonde, entourée par une barrière récifale, protégeant la terre des vagues déferlantes de l'océan. La naissance d'un lagon, ou plutôt la naissance d'une île, provient d'une immense éruption volcanique sous-marine. La lave arrive jusqu'en surface et va se solidifier au contact de l'air. Petit à petit, des organismes marins vont venir se fixer dessus, des algues, mais aussi des coraux. Ces derniers vont se développer sur le pourtour de l'île et former le massif frangeant. En parallèle, l'île va se refroidir, se densifier, pour finalement s'effondrer sur elle-même, croulant sous son propre poids. Mais les coraux, qui sont des organismes vivants, vont continuer de croître vers la surface, attirés par la lumière. L'île s'affaisse. Les coraux grandissent verticalement et forment le pourtour du lagon. La périphérie de celui de Wallis mesure près de 60 km. L'intérieur du lagon de Wallis est varié. On y trouve des cuvettes profondes, pouvant descendre jusqu'à 40 ou 50 mètres, en alternance avec des plaines sableuses ou des bancs de sable qui ne dépassent pas les 2 ou 3 mètres de profondeur. Le lagon de Wallis est dissymétrique. Sa façade est est composée d'une vingtaine d'îlots. La façade ouest en est presque dépourvue, mais toutes les passes de l'île y sont concentrées. Elles sont le lit des anciennes rivières, un véritable poumon pour le lagon, puisque c'est par là que se font les échanges de matière organique, d'œufs et de larves avec l'océan. Environnement unique, riche et divers, le lagon est depuis toujours un élément essentiel de la vie des Wallisiens. Il est, avec la coutume et Uvea, le nom donné par les habitants de l'île à Wallis, l'un des 3 piliers de l'âme wallisienne. Les eaux du lagon sont riches, et pas une journée ne se déroule sans que les Wallisiens ne se tournent vers lui. C'est dans ses profondeurs, là où la lumière se fait rare, que se cache l'un de ses trésors, Trochus niloticus, plus couramment nommé troca. C'est un coquillage vivant dans les zones équatoriales. À Wallis, il est depuis de nombreuses années récolté pour la qualité de sa nacre. Exporté, il servira à la fabrication de boutons dans la confection de luxe. Simplement équipé d'un masque et d'une paire de palmes, Soané plonge quotidiennement au mépris du danger pour en ramasser, car leur vente le fera vivre, lui et les siens.
C'est très jeune que j'ai commencé à récolter le troca. C'est mon père qui m'a enseigné cette pêche. Lui, il n'avait même pas de palme, et pourtant, il était bien meilleur plongeur que moi. Il pouvait passer toute la journée dans l'eau. L'essentiel pour lui, c'était de ramener le plus possible de coquillages. Moi, j'essaye de suivre son chemin, j'essaye de faire vivre ma famille comme je peux. Nous ne sommes plus très nombreux à exercer cette pêche, une dizaine seulement. Pourtant, des trocas, il y en a toujours autant. Il faut savoir les trouver, c'est tout. Évidemment, nous les pêcheurs trocas, nous avons nos trucs et nos astuces. Nous connaissons les endroits du lagon riches en coquillages. Il n'y en a pas beaucoup, alors nous les gardons secrets. Il m'arrive parfois de revenir bredouille, mais c'est rare. De toute façon, je n'ai pas le choix, c'est mon métier. Même si je dois plonger du lever du soleil jusqu'à la tombée de la nuit, il faut que je récolte mes trocas. Une fois récoltés, nous les revendons à des importateurs qui viennent de Nouméa, d'Asie ou d'Europe. C'est vrai que c'est un peu dangereux de plonger comme ça tout seul. Mais le risque en vaut la chandelle. Les prix sont variables, mais une chose est sûre, une bonne récolte me permet de bien vivre avec ma famille. Bien que vitale pour les Wallisiens et largement développée, la pêche reste pratiquée de façon artisanale. Le soleil à peine levé, Ludovico quitte le campement familial, soigneusement dressé au cœur de la mangrove. Filet en main, il parcourt le rivage à la recherche des becs de canne et autres petits gris qui seront dégustés par la famille au petit déjeuner. On n'a jamais eu de problème avec la pêche. On trouve toujours des moyens pour quand on vient faire n'importe quelle pêche, surtout les mulets, tout un peu partout, même au récif. Parce que je crois au récif comme pieds nus comme ça. C'est pour trouver il y a des tas de poissons que tu les voyais quand la marée passe. Tu voyais les queues des tas de poissons. Et après tu mets le filet, tu fais le retour. Je ne suis pas un grand pêcheur, mais je fais tout mon possible pour que je vive avec ma petite famille. Pêche à la sagaie ou au harpon, à la traîne ou à la ligne de fond, les techniques sont nombreuses. C'est une activité essentielle à Wallis et le lagon est la réserve de nourriture des Wallisiens. 2 ou 3 fois par semaine, Ludovico rejoint ses frères et ses cousins. Embarqué sur une pirogue à moteur, l'équipage part sur le lagon pour la journée, sous la direction de l'aîné de la famille. Patita est un taotai, un maître pêcheur. Selon la tradition, il a reçu un don, celui de pouvoir repérer à coup sûr un banc de poissons à des kilomètres à la ronde. Cela fait plus de 10 ans maintenant que j'ai reçu le titre de maître pêcheur.
J'ai été introduit par les chefs coutumiers lors d'une cérémonie de kava. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir conduire les membres de ma famille lors des pêches qui sont notre moyen de subsistance. Sur l'embarcation, patience est le maître mot. Il faut parfois attendre plusieurs heures avant que Patita ne donne le signal pour débuter la pêche. Une fois le filet déposé, les équipiers frappent sur l'eau pour rabattre le poisson. Le lieu choisi par Patita est fortement poissonneux. Très vite, les rougets se retrouvent piégés dans les mailles du filet. Il ne reste plus à Ludovico qu'à plonger pour aller les récupérer. Aujourd'hui, la pêche est bonne. Ici, c'est un coin à Palani, le Pico Noir. Je suis rarement rentré bredouille. Et ce sont souvent les filets qui ont manqué. Comme aujourd'hui, nous n'avons pas assez de filets pour encercler tout le banc. Nous avons des moyens rudimentaires, mais nous arrivons à pêcher assez de poissons pour nourrir notre famille. C'est déjà très important. Moi, j'ai envie de voir tout le temps le poisson. Manger le poisson. C'est ça qui me plaît, quoi. Manger le poisson. Comme les poissons, c'est toujours... Mais là, je trouve, quand j'ai passé un peu partout, quoi, moi, je trouve le goût des poissons de tous les pays que j'ai déjà été. Ne sont pas pareils. Le bon goût des poissons, c'est ici, chez moi. Manger cru, c'est bon. Pour Patita, Ludovico et leurs compagnons, la journée n'est pas finie. Après s'être accordé une pause pour le déjeuner, l'équipage va se diriger vers une autre zone du lagon. La pêche va durer jusqu'à la nuit. Partis d'Asie du Sud-Est, les hommes qui peuplèrent il y a 3500 ans cette région d'Océanie sillonnèrent la Polynésie en bateau, naviguant habilement dans l'inconnu de l'océan Pacifique pour aborder et coloniser les îles du triangle polynésien. De cette tradition de marins, les Wallisiens ont conservé un grand savoir-faire dans la construction et le maniement des longues pirogues traditionnelles à voile. Chaque dimanche, les équipages se retrouvent au bord du lagon pour préparer une course qui verra s'affronter les meilleurs régatiers de l'île. Après avoir assemblé à la main et selon des méthodes ancestrales le mât et la voile, on les fixe sur des embarcations à balancier, véritables mastodontes en bois de cocotier pouvant mesurer une dizaine de mètres. Lourdes et imposantes en apparence, les pirogues, une fois dans leur élément, croisent à bonne vitesse entre le lagon et la barrière récifale. Vaai dirige l'une des principales associations de régatiers de l'île. En fait, ici, nous, on essaie de promouvoir et faire connaître la pirogue traditionnelle. Il y a bien longtemps que cette pirogue ici à Wallis perd de l'importance et au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps, les bateaux modernes qui arrivent tentent à faire oublier aux Wallisiens leur pirogue traditionnelle. Et maintenant, depuis quelques années qu'on a repris l'association en main, on essaie de le faire connaître autrement que ce qu'on l'avait fait auparavant. Et maintenant, on arrive à prouver que c'est un des cadeaux de nos ancêtres pour la mer.
Dans le temps, c'était un peu tabou de faire monter les femmes, les expatriés sur les pirogues. C'était une histoire d'homme à Wallis, de pêcheurs ou de tradition de famille. Et maintenant, on essaie d'enjamber un peu tout ça parce que bon, le temps nous permet d'évoluer autrement. Et on a essayé de faire connaître maintenant cette pirogue avec tous ces gens où on a fait les interdits. Les virements de bord sont l'une des grandes difficultés de ce type de régate. Pour faire demi-tour, les équipages doivent purement et simplement mettre pied à terre, afin de déplacer le mât et la voile d'un bout à l'autre du bateau. C'est un exercice périlleux qui nécessite de la part de chacun une parfaite connaissance de l'embarcation et une très bonne synchronisation entre les équipiers. Vahaï et son association organisent des régates au cours desquelles régatiers confirmés et novices embarquent ensemble. Les expatriés, appelés papalani, découvrent eux aussi la pirogue traditionnelle. En fait, les papalani, c'est un des clients qu'on arrive à avoir ici, mais le but, c'est de toucher carrément le wallisien. Et progressivement, depuis le début de ces manifestations qu'on est en train de faire, le wallisien découvre lui-même ce qu'il est ici à Wallis. On arrive maintenant à avoir autant de clients papalani que de clients wallisiens. Depuis petit, j'ai commencé par les courses de petites pirogues où il y avait des compétitions pour qui gagnait. On faisait des kilomètres pour suivre ces petites pirogues au départ. Et puis après, j'ai vu les plus grands monter sur les pirogues. Et j'ai toujours... mon grand-père avait une pirogue, mon père ne l'avait pas. Et maintenant, avec mon groupe, je m'estime heureux d'avoir pu construire une pirogue. C'est de l'art, quoi, fabriquer une pirogue. C'est pas tout le monde ici à Wallis qui le fabrique. C'est beaucoup pour moi. Je sais même pas comment l'exprimer, quoi. Pour dire, c'est de joie de faire connaître la pirogue aux papalani, par exemple, et aux wallisiens qui n'ont jamais essayé. Wallis est dépourvu de véritables plages, réduisant ainsi la possibilité d'activités balnéaires sur l'île. Les Wallisiens, en famille ou entre amis, traversent le lagon pour allier l'un des îlots disséminés sur la barrière de corail et sur lequel ils vont passer leur journée. Déjà, au niveau des plages, il n'y a plus de plages sur Wallis. Tout le monde construit avec le plage de mer. Et puis, bon, le changement, c'est que quand tu arrives à l'îlot, tu as les bruits des vagues juste à côté, tu as le chant des oiseaux, ça t'isole complètement, quoi. Aller sur l'îlot n'est pas uniquement une façon de se rendre à la plage. Pour les Wallisiens, c'est une institution, l'expression même de leur attachement à leur environnement, à leur mode de vie. L'îlot, pour nous, c'est l'arrêt avant d'aller faire la pêche ou le retour de la pêche. On fait un stop à l'îlot pour griller ou bien pour faire une pause avant de rentrer à la maison ou même avant de reprendre la pêche. Les îlots ici, c'est pour s'isoler un petit peu quand il y a un grand conflit familial, quand il y a un grand événement, parce que une femme enceinte, c'est pour la famille quelque chose d'extraordinaire de l'emmener à l'îlot pour le sortir un peu de la vie de tous les jours. Pour nos malades qui sortent de l'hôpital, ben c'est tout de suite après le week-end ou la semaine, on le fait passer un jour à l'îlot pour se ressourcer.
Saguet à la main, Patita et son neveu Sylvain longent la barrière de corail. De génération en génération, les hommes de certaines familles wallisiennes se transmettent les secrets de cette pêche particulière, demandant à la fois patience et habileté, mais permettant, si les conditions sont réunies, de nourrir toute une famille pendant une semaine. Ici c'est bien pour la sagaille parce que comme c'est à côté de la passe, les poissons ils ont tendance à venir frôler le rivage avant de descendre sur le passage. C'est une passion depuis quand on était petit, on s'amusait à faire des petits sagailles et on faisait qui c'est qu'attraper le plus de poissons. Puis ça faisait partie du passe-temps. Quand on était encore jeune, on n'avait pas le choix, on n'avait pas le cinéma. Il y en a plus beaucoup il y en a qui vont de temps en temps, mais qui le font plus pour. Mais avant, il y en avait quand le chef de village il demandait à faire une pêche pour le village, il rassemblait tous ceux qui pratiquaient la sagaille pour aller faire la pêche. Tout le monde ne peut pas prétendre à la pêche à la sagaie. C'est presque une histoire de famille, au même titre que le hulutoa, le javelot local. À la sagaie, il faut avoir l'œil pour repérer le poisson, la force et l'adresse pour planter la sagaie. Il faut beaucoup de patience, parce que c'est le poisson qui se décide enfin à venir, quoi. On est là, on attend le moment opportun pour le piquer, quoi. Sylvain est un de mes neveux et j'aimerais qu'il perpétue cette tradition familiale. Et je peux dire que je suis satisfait car il est aussi passionné que moi. Voilà l'exemple type d'un bon lancer. Ici, il a touché un point vital et le poisson a été tué sur le coup. Là, c'est un coup de maître. Un poisson de cette taille, il faut le sécher net. S'il est seulement blessé, il se sauve. C'est inné, parce que la première fois que j'ai touché une sagaille, j'ai trouvé ça passionnant, j'ai aimé après. Et puis je pratique depuis. Avec les quelques connaissances que mon oncle il connaît, il enseigne à chaque fois. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà. On ne peut pas expliquer ça là. Sinon tout le monde se mettrait à la sagaille. Un peu plus haut pour pas que tu aies un détendeur dans la tête. Pascal Nicomète vient du sud de la France. Après un séjour en Polynésie, il découvre Wallis. Pour lui, c'est un véritable coup de foudre. Il pose ses valises. Photographe professionnel de formation, il devient, grâce à son amour du lagon, plongeur sous-marin, puis ouvre une école de plongée. Aujourd'hui, il est certainement l'une des personnes qui connaît le mieux les eaux wallisiennes. Chaque jour, à chaque plongée, c'est pour lui une occasion de faire partager sa passion. On voit les petits tentacules à l'intérieur du corail, si vous approchez. Et ensuite, il va sécréter du calcaire, ce qui fait qu'il a des habitations. En fait, on va dire que le corail habite le dernier étage d'un immeuble. Donc, ça lui permet de croître. Alors là, on va aller faire une exploration à l'extérieur du lagon. Et on va mettre en pratique ce dont on vient de parler, c'est-à-dire on va essayer de reconnaître au moins 3 types de coraux. Donc c'est une première exploration pour ces futurs niveaux 2, de découverte de l'environnement et surtout de connaissance de l'environnement. Alors là, ce sont des gens de passage, mais aussi les locaux qui ont besoin d'être initiés à cette découverte de l'environnement. C'est pour ça que j'ai l'intention de créer une association pour les enfants, les petits wallisiens, petits foutoniens, de manière alors apprendre à reconnaître effectivement différents biotopes sous-marins et de pouvoir le protéger plus tard. 1, 2, prends.
par sa configuration, le lagon de Wallis est un lieu idéal pour pratiquer la plongée. Débutants ou plongeurs confirmés évoluent sans risque au milieu d'une faune et d'une flore riches et préservées et peuvent découvrir ainsi les nombreux coraux wallisiens. Dans le lagon et surtout à l'extérieur du lagon, c'est-à-dire à proximité des passes, on va trouver une très grande variété de coraux. Donc on va trouver les coraux principaux, c'est-à-dire les coraux tabulaires, les acroporas, les fongia, les rosses de corail. On va trouver des failles magnifiques avec une configuration géographique très très belle. Évidemment, autour de ça, on va y trouver un grand nombre de poissons coralliens, des anémones de mer. On va trouver des poissons clowns assez différents les uns des autres. On va trouver des bancs de barracuda, des raies-aigles, des raies-mantas. On va y trouver également des tortues. Donc c'est suffisamment riche pour pouvoir attirer le regard et éveiller les gens à l'environnement sous-marin. Pendant la Seconde Guerre mondiale, à partir du printemps 1942, Wallis fut utilisé comme base aérienne stratégique par les États-Unis. Les Américains créèrent le 28 mai 1942 la base Navy 207. Ce furent 6000 soldats qui s'installèrent à Wallis et la dotèrent d'infrastructures modernes. L'île servit de base arrière et de camp d'entraînement. Si l'on ne retrouve plus trace des nombreux obus de mortier tirés dans le lagon lors des exercices, on y voit encore aujourd'hui quelques surprises laissées par les Américains à leur départ. Dans le lagon, nous avons 2 épaves recensées, en tout cas, on pense qu'il y en a beaucoup plus. Ce sont des épaves américaines qui ont été coulées par les Américains avant leur départ de Wallis vers 1945. Nous avons une barge qui est à 48 mètres de profondeur, une barge donc de débarquement, et puis nous avons un ponton à 28 mètres de profondeur. Sur ce ponton, j'y plonge régulièrement, pratiquement on va dire tous les mois. Et en 2 ans, j'ai vu l'évolution de ce récif artificiel, puisque un récif artificiel, donc on met une épave et puis la nature reprend ses droits et donc on va d'abord avoir quelques coraux qui vont s'y installer, puis ensuite des acidies, puis ensuite différentes espèces. Les poissons vont tourner autour et là c'est de plus en plus riche. Donc ça prouve que finalement on peut faire des bonnes choses avec une intention au départ assez mauvaise. Les intentions n'étaient pas mauvaises quand certains pêcheurs wallisiens ont commencé à utiliser la pêche à la dynamite. Cette technique, qui consiste à lancer une charge d'explosifs au milieu d'un banc de poissons, est formellement interdite. Les conséquences d'une telle pêche peuvent être catastrophiques tant pour le fragile corail que pour les différentes espèces animales et végétales qui vivent dans le lagon. Pourtant, elle a longtemps été pratiquée et la rumeur laisse entendre que certains n'hésitent pas à y recourir encore. Sosefo est aujourd'hui un vieil homme sage. Sa carrière de pêcheur est derrière lui désormais. Il a connu la dynamite et porte un regard lucide sur cette méthode de pêche dévastatrice. J'ai commencé la pêche avec les grands filets, ceux de mon père. Au fil du temps, je me suis rabattu vers des plus petits pour pêcher dans des endroits moins profonds, plus proches du rivage. J'ai surtout pêché parce que j'avais une famille nombreuse à nourrir. Et j'ai pêché avec les moyens qui m'étaient donnés, souvent seul ou avec ma femme.
Un jour, j'ai voulu essayer cette pêche à la dynamite. Avec une mèche en coton et une petite quantité de poudre, j'ai vu que je pouvais tuer tout un banc de poissons qui vivaient dans un massif de corail. J'avais 11 ans quand j'ai fait ça. Depuis, j'ai pratiqué cette pêche. Elle a toujours été interdite. Mais de temps à autre, les règles s'assouplissaient. Et il est vrai qu'à une époque, c'était devenu la pêche la plus pratiquée à Wallis. Tout le monde pêchait à l'explosif. Et je peux dire que j'étais réputé pour être l'un des meilleurs. À cette époque-là, les bancs de mulets pullulaient partout au bord de mer. On avait même l'impression que cette ressource était intarissable. On avait beau les pêcher, il y en avait encore plus qui arrivaient. Maintenant, ce n'est plus le cas. On n'en trouve plus autant qu'avant. J'ai vraiment pêché à la dynamite. Des familles me passaient même commande lorsqu'ils avaient besoin de poissons en grande quantité pour des occasions spéciales. Et si j'en parle aujourd'hui, n'en déplaise à certains, c'est que j'ai vu l'évolution, les poissons disparaître. C'est une pêche destructrice. Sachant cela, il faut arrêter. La pêche à la dynamite a fait des dégâts dans le lagon notamment, et c'était une pratique détestable qu'on a dénoncée avec différentes associations à son heure. Il semblerait que peut-être faute de munitions ou en tout cas prise de conscience environnementale, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de débats là-dessus, cette pratique n'ait plus lieu. Effectivement, depuis que cette pratique n'a plus lieu, à l'intérieur du lagon en tout cas, il semblerait que certaines espèces reviennent. Le corail revient, les anémones de mer, donc l'anémone de mer est un signe de bonne santé également du lagon, revient. Il semblerait également que des raies-aigles, des raies mantas ou certains requins reviennent à l'intérieur du lagon, ce qui prouve que finalement c'était une bonne chose d'arrêter cette pêche à la dynamite. Pour le moment, le lagon a l'air en bonne santé. Sa localisation semble le préserver du réchauffement climatique. Ni le corail, ni la faune et la flore des eaux wallisiennes ne paraissent en souffrir. Pourtant, certaines habitudes pourraient à terme le mettre en péril, comme le mauvais traitement des ordures ménagères ou encore le rejet d'hydrocarbures, survenant dans les zones de mouillage et sur le littoral. Mais ces pollutions paraissent restreintes comparativement à d'autres archipels du Pacifique. Pour le lagon, le danger majeur semblerait provenir de l'intensification de l'habitat en zone littorale. Ces images aériennes prises par l'armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale sont éloquentes. Dans les années 40, Wallis n'était pas ou peu urbanisé. 50 ans plus tard, les habitations ont fleuri sur la côte est de l'île. La plupart des constructions se sont faites sur des lieux auparavant occupés par la mangrove. Cet endroit, à l'apparence mystérieuse, voire inquiétante, est en fait un écosystème unique, typique des régions intertropicales, véritable pouponnière du lagon. La Guimena est journaliste. Son métier l'a amenée à s'intéresser aux problèmes écologiques qui peuvent toucher son île. La protection du lagon est devenue son principal cheval de bataille, et il tente de sensibiliser le plus grand nombre de la nécessité vitale de préserver la mangrove. Ici, on est à Utuloa. Utuloa, c'est un lieu-dit côté ouest de l'île, la côte inhabitée en fait. Et ici, là, c'est encore un des endroits où la mangrove est préservée, parce qu'il n'y a pas d'habitation, parce qu'il n'y a pas eu la principale cause de la disparition de la mangrove, qui sont les remblais. Il faut savoir que la plupart des mangroves côte est de la côte habitée ont été remblayées pour être habitées en fait. Et ici on a la preuve que c'est préservé, parce qu'on a encore des pieds de palétuviers qui sont assez vieux, chose qui est de plus en plus rare sur le littoral à Wallis. Pour moi, le vrai poumon du lagon, il est là, parce que c'est la nurserie du lagon, et c'est flagrant quand on se balade un peu assez souvent dans ce genre d'endroit. On remarque qu'il y a beaucoup de larvins, même de gros poissons qui vont venir jusqu'à frayer par ici. C'est pas un hasard, hein. C'est juste que c'est leur milieu de vie, quoi. Je pense que la chaîne alimentaire commence ici, pour le lagon. Et
c'est bien qu'on en prenne conscience. Et c'est aussi, ça fait partie d'un de mes objectifs, de par le métier que je fais. J'utilise la communication, l'outil de communication dont je dispose, pour informer les gens, pour leur dire que la mangrove, c'est pas qu'un endroit sale. Parce qu'en fait, à une certaine époque, mangrove était égal à un endroit insalubre. Parce qu'il y a beaucoup d'ombre, il y a de la vase. On est loin de l'image de la plage avec les vagues qui viennent mourir sur la plage. On est loin de tout ça. S'il y a des gens qui sont allés jusqu'à remblayer sur de la mangrove, il y avait sûrement une utilité derrière. Je ne la vois pas, moi, parce que je pense que Wallis, c'est pas si habité que ça. On a encore de la place avant d'aller squatter les mangroves. Si dans 10 ans, vous me dites qu'ici, tout ça bétonné, avec troquet et compagnie, je veux bien. S'il y a projet économique derrière, je veux bien. S'il y a des familles qui arrivent à en vivre. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Par contre, ça, une mangrove fera vivre des générations. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Si, maintenant, je me suis approprié ce discours-là. Mais c'est les pêcheurs que je côtoie un peu au quotidien, ou assez régulièrement. C'est eux qui me disent qu'il y a des générations qui ont été nourries par ce milieu. Il n'y a pas de raison pour que les générations à venir n'en profitent pas. Les pêcheurs ne pêchent plus de l'autre côté. Ils sont tous par ici. Le soir, ils sont là, avec leurs filets, ou un peu plus bas, avec les lignes. Très peu pêchent de l'autre côté, le côté du Levant. Très peu. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai connu des pêcheurs qui allaient encore sur la barrière de l'autre côté. Maintenant, j'en vois plus. Mais c'était une époque où il y avait encore de la mangrove de l'autre côté. C'est une époque où il y avait encore de la mangrove. Et je pense que là, il n'y a pas d'hasard, quoi. Tant qu'il y avait de la mangrove de l'autre côté, on avait encore du poisson. Je pense qu'on a surtout pensé à soi-même et pas pensé à l'autre, surtout à l'avenir. Et l'avenir, c'est nos enfants, c'est nos petits-enfants. Et si on veut qu'un jour, on puisse encore donner la possibilité à des gens de vivre de la pêche et de vivre du lagon, je crois qu'il faut respecter ce genre de lieu. Si on a un tant soit peu de respect pour l'avenir et pour nos enfants, la sensibilisation commence là. L'information commence là. Il faut assumer que la mangrove fait partie intégrante du lagon. Si on n'a pas intégré ça, c'est pas la peine. Constatant la nécessité d'agir concrètement pour préserver le lagon, de nombreuses associations ont vu le jour à Wallis. Vakala est l'une d'entre elles. À sa création, simple école de voile, Vakala est l'une des pionnières et l'une des plus dynamiques de l'archipel. Son mot d'ordre ? Éduquer les plus jeunes, les générations futures à la préservation du lagon, de façon ludique et décontractée. Ceux qui font de la voile, vous allez avec Tino, Raymond et David. Le reste, vous venez avec Elodie et moi, on va faire un tour sur le platier là-bas. Avec les livres Peuple de la Mémoire. 9, 10, 11, 12. Le vendredi après-midi, on les fait venir sur l'îlot ici et puis ils découvrent un peu les particularités du lagon. Donc aujourd'hui, on leur a donné un bouquin, Le Peuple de la Mer, et ils font des promenades à côté des îlots comme c'est la marée basse et ils cherchent dans le sable des coquillages, donc des cônes, des porcelaines, et c'est à eux de les retrouver dans le livre. Et c'est intéressant parce que comme il y a plein d'images et qu'ils sont assez petits, ils peuvent mieux voir les coquillages et tout ça. Donc il y a plein de choses qu'ils n'ont jamais vues, ils ont trouvé des choses, des coquillages en forme de sable et tout ça, donc c'est très intéressant pour eux, quoi. Ils découvrent un peu. C'est lequel des deux là? Ça, c'est celui-ci. Non, c'est celle-là. Ouais. Celle-là. Ça, c'est une porcelaine. C'est celle-là.
Ça, j'en ai plein chez moi. Le milieu aquatique est en danger et le lagon de Wallis est le seul parmi les lagons de l'Océanie qui est encore intact. Et c'est pour ça que nous, on sensibilise les enfants à cet âge-là pour qu'ils sachent que ce lagon est très beau et il faut le préserver. Regarde Colo. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est ce qu'on a trouvé là-bas. On dirait que c'est fait en sable noir. Je pense que c'est très important parce que c'est vrai que je vois les petits, ils sont très intéressés par ça. Et c'est vrai qu'ils savent que par exemple, faut pas les coquillages qui sont vivants, qui sont encore habités, bah, ils les prennent pas avec eux, ils les remettent à la mer et tout ça, quoi. Donc ils respectent un peu l'environnement et je pense que dès le plus jeune âge, comme ça, c'est intéressant de les faire découvrir et de respecter. C'est quoi ça? À chaque fois qu'on sort sur l'eau, on leur explique où il faut aller, où il ne faut pas aller pour protéger le lagon et tout ça en fonction des marées et tout. Donc c'est vrai que oui, c'est une de nos vocations à Bacala. Ils savent que, bon, par exemple, à marée haute, on sort, à marée basse, on sort pas. Bon, déjà pour le matériel et puis aussi pour la protection du lagon. Donc ils savent. Oui, c'est joli. Ils savent qu'il faut pas foncer sur les patates. Il faut bien naviguer au milieu ou en pleine mer et tout ça. Donc ils sont au courant, ils sont sensibilisés, c'est vrai, par ça. Je pense qu'en fait ici le lagon c'est une des grandes richesses de Wallis et pour les jeunes qui viennent toujours ici on a voulu leur transmettre la découverte de Wallis par le lagon et par tous les îlots qu'il y a autour, parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'îlots, il y a énormément de choses à découvrir, donc on s'est dit leur faire connaître ça justement à travers toutes les activités, tout ce qui se passe à Bacala. Sur notre fragile planète surexploitée, menacée, en danger, subsiste un lieu méconnu. Caché dans l'immensité du Pacifique Sud, le lagon de Wallis est un sanctuaire naturel unique, mais aussi le lieu de vie, la mer nourricière d'un peuple fier de sa culture, de son environnement, le peuple du lagon. Le lagon de Wallis, pour le Wallisien, il est important sur beaucoup de points de vue. Le lagon est fédérateur. Hein. Le lagon, voilà, c'est tout le monde qui vit dessus, quoi. Tu ne peux pas vivre à Wallis sans aller sur le lagon. Il a ce côté un peu inviolable, impénétrable, protecteur, quoi, le lagon. Je pense que pour la majorité des Wallisiens, c'est ça. C'est une ceinture protectrice pour notre île. C'est un formidable milieu de vie. On l'utilise assez bien. Certains moins bien, mais dans la grande majorité, on s'en sert bien. On lui est même reconnaissant à ce lagon de nous donner autant. Par contre, voilà, nous on aimerait bien qu'il continue à donner toujours autant pour cette génération-ci et celles qui viennent après. Pour moi, on dit que le lagon le plus grand lagon du monde, c'est celui de Calédonie. Moi, je vais dire le plus beau lagon du monde, c'est celui de Wallis. Mais déjà, quand on passe en avion dessus, quand on passe en avion là, et qu'on voit le lagon et la petite île, bon, il y a deux choses qui sautent aux yeux. C'est beau et c'est petit. Ça résume tout en fait. C'est beau mais c'est petit. Wallis c'est très beau. Je suis ravi à chaque fois. Même si j'aime bien voyager, même si c'est bien de découvrir d'autres cultures, de voir d'autres paysages. C'est formidable de revenir et de tomber sur le plus beau lagon du monde. Pour moi, c'est le plus beau lagon du monde. Il y en a d'autres qui sont autrement plus grands et autrement plus riches. Mais moi, je trouve que le mien, c'est le plus beau. Parce que il est à taille humaine. Il n'est pas trop énorme, il n'est pas trop petit. Il est à taille humaine, ce lagon. Il est à notre taille, en fait.